Nos murs ont des oreilles. Bonjour, vous êtes sur le podcast du Conservatoire municipal de Vincennes. Je suis Vladimir Prognier, le directeur adjoint. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Bluteau dans sa salle, puisque nous enregistrons en salle Roparts. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, je vous reçois notamment à l'occasion du dernier concert de l'Atelier Passerelle, qui aura lieu le mardi 7 juin à 20h, à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles. Pierre, quel sera le programme de ce concert ? Alors, un programme toujours aussi varié que possible et un programme très consistant cette année puisque nous avons 13 morceaux. Alors, ça va des morceaux d'obédience jazzistique comme Sweet Georgia Brown par exemple, The Last Workshop, Take 5. Des morceaux aussi de jazz mais plus modernes et qui tendent vers le jazz latin si je puis dire, comme Spain. Nous aurons aussi un morceau de musique des Balkans qui s'appelle Jambarele, donc un morceau bulgare. Eh bien justement, Jambarele, et si on l'écoutait alors, vous nous en dites un petit mot Pierre ? Alors, une difficulté technique, c'est un morceau à 7-8, avec un rythme qui s'inverse au milieu du morceau. Ma foi, vous allez entendre, les ateliers s'en sont fort bien tirés. Nous aurons aussi deux morceaux de musique latino, on peut dire, qui s'appellent l'un brésilien, Bahian de Quatro Toques, et l'autre cubain, Guantanamera, très connu, etc. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler non plus. Non, faut pas tout dire, tu as raison. Voilà, simplement pour dire aussi que c'était pas prévu au programme, mais le hasard a fait que notre programme a rencontré l'actualité, puisqu'un de nos derniers morceaux s'appelle Odessa. C'est un morceau klezmer, on devait le jouer, et puis on a rajouté des moments d'improvisation. Hier à la répétition, on en avait presque les larmes aux yeux, mais c'est de circonstance. Donc un programme très varié comme d'habitude. Tu es professeur depuis 2009, si je me trompe, au conservatoire. Ça, oui.
Et comment se sont créés ces ateliers passerelles? Oh, c'est un petit peu le hasard. C'est né de la réflexion de mes amis et collègues, une réflexion qui revenait souvent dans leur bouche, qui était moi, quand mes élèves commencent réellement à jouer, ils s'en vont du conservatoire. Je ne savais pas pourquoi, moi j'enseignais pas en conservatoire à cette époque-là. Ça a fait tilt et je me suis dit peut-être quelque chose à faire quand même pour les garder au sein du conservatoire. Et j'ai proposé cet atelier qui était au départ consacré aux élèves qui sont en rupture de conservatoire. Au conservatoire, qu'est-ce qu'on fait? On apprend un instrument, on apprend une technique instrumentale, pratique au sein d'orchestre, de pratique collective, mais toujours un peu normée, on va dire. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un orchestre où on regroupait tous les élèves qui étaient donc dans cette rupture, pour une raison ou pour une autre. Il y a un moment, on sent des limites instrumentales, à un moment, on n'a plus trop le temps, il y a une pression scolaire qui est un peu plus importante, etc. Mais on constate dans beaucoup de conservatoires que les élèves abandonnent en milieu de second cycle, on va dire, ou aux portes du troisième cycle, c'est-à-dire au moment où ils commencent à être un petit peu indépendants instrumentalement. Alors, j'ai proposé cette formule au directeur, à Monsieur Hamad, qui s'est demandé ce que c'était. Déjà, il faut le dire, je n'ai aucun titre musical, aucune justification, puisque mes études, je les ai fait autre part. Et donc, il s'est un petit peu demandé, mais il m'a laissé ma chance en disant, après tout, pourquoi pas. Et donc, c'est créé cet objet musical non identifié, on va dire. Cet atelier, il m'a demandé comment je l'appellerais. Alors là, j'avais aucune idée. Puis sur le moment, j'ai pensé à passerelle, parce qu'une passerelle, c'est ce qui relie. Donc, j'avais au départ simplement 9 élèves. C'était peu. 9 élèves qui ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Moi, je ne savais pas non plus. Et s'est posé tout de suite le problème du répertoire. C'est-à-dire que parmi ces 9 élèves, il y avait violoncelle, flûte, harpe, percussion, trompette, etc. Bon, que faire avec ces instruments-là? Eh bien, donc, force a été de créer un répertoire, c'est-à-dire d'orchestrer. La sauce a pris et donc ça a commencé à marcher. L'année d'après, on était une vingtaine et puis maintenant, on est une quarantaine, quoi. Alors justement, ce répertoire, puisé dans les voyages que tu as fait, comment tu le crées? Alors, en fait, le répertoire, je le crée en fonction de l'effectif. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'avais 9 saxophones et 2 violons, fallait quelque chose qui sonne pour les saxophones, plus pour les violons. J'ai appris à orchestrer pour les instruments présents et aussi pour les niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, nous avons 4 violoncelles avec 2 niveaux différents. J'ai donc créé 2 voix de violoncelle. Ça doit se faire vite, parce que je ne les connais pas au début de l'année et j'apprends à les connaître, à savoir où sont leurs limites, où sont leurs non-limites aussi. L'objectif étant de leur donner à manger quand même, que ça soit intéressant, et en même temps de ne pas les mettre trop en danger techniquement, parce que j'ai dit dès le départ, cet orchestre ne doit pas nécessiter trop de travail à la maison. En fait, c'est pas tout à fait la réalité, parce que la musique demande toujours du travail chez soi, pour la restituer ensuite en collectif. Je crois avoir fait le compte, je pense que j'ai orchestré plus de 88 morceaux. Pierre, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez amené quelques musiques dans votre besace. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? D'abord, une musique de jazz, tiens, pour commencer, It Don't Mean a Thing, un morceau qu'on a repris déjà 3 fois, que chantait Ella Fitzgerald. Un morceau de jazz, ça n'a pas de sens si ça n'a pas de swing. C'est l'essentiel de la musique, ça n'a pas de sens si ça n'a pas de swing.
Et alors sur les variétés des morceaux? Oui, alors c'est en relation avec mon éducation musicale personnelle. J'ai une formation au départ classique, et puis après qui s'est étendue vers les musiques du monde, et puis un peu vers le jazz. Et j'essaye toujours de maintenir cette ouverture. Le jazz, pourquoi ? Parce que on en fait peu au conservatoire. Mais bon, ça sonne bien en ensemble. J'ai l'impression que ouvrir un répertoire, ça leur ouvre aussi des portes sur des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et j'étais très surpris parce que des choses qui peuvent nous paraître à nous ringardes, comme des morceaux des années 50, latino, des cha-cha, des mambo, eux, ils n'ont pas de référence négative par rapport à ça. J'étais très surpris un jour où je leur demandais qu'est-ce que vous voulez qu'on reprenne du semestre précédent. Et on avait fait une très belle pièce qui s'appelle Historia de un amor, qui est un peu quelque chose de démodé. Et ils ont demandé ça. Je leur ai demandé pourquoi. Tout simplement parce que c'est beau. Ah, bon, d'accord. Donc Imparable. Voilà, c'était imparable. Donc on reprend des choses très diverses. L'année dernière, on avait fait La Tendresse de Bourvil. On a fait Scarborough Fair, une mélodie anglaise, médiévale. En tout cas, on ne peut pas prendre trop de pièces classiques parce que la formation ne le permet pas. Mais de temps en temps, j'essaye. Comme par exemple, là, dans la suite hispanique, j'ai placé un petit moment de Isaac Albéniz, de Asturias, un petit moment de musique baroque avec Gaspar Sanz, etc. J'essaye toujours de faire correspondre au nom de ces ateliers, c'est-à-dire passerelle entre les instruments, les styles, passerelle entre les âges aussi, puisque j'ai de 9 ans et demi à 21 ans, passerelle aussi entre les niveaux, puisque j'ai des niveaux très variés. Ça reste un travail et au bout du compte, un plaisir quand même de partager cette musique. Le fonctionnement aussi de l'atelier est particulier. En concert, tu ne te diriges pas. Comment ça se passe? Alors oui, bon ça c'est un truc en fait, parce qu'il faut toujours quand même diriger quand ils sont 40. Alors le fonctionnement, il y a 5 ateliers, donc ils sont à peu près 8 à 10 par atelier. On travaille toujours les mêmes morceaux. Ces ateliers sont répartis plutôt en niveaux quand même. À cette occasion, on parle des morceaux, on travaille chaque instrument spécifique, les parties séparées, etc. Et là je dirige très précisément, je donne les indications et j'essaye qu'ils se dirigent à l'oreille, c'est-à-dire qu'ils entendent quand il y a une rythmique, qu'ils dressent l'oreille vers la rythmique. Quand ils ont des moments de tassette, des moments où ils ne jouent pas, au lieu de compter les mesures, d'essayer de repérer quelques mesures. Les flûtes, on va répondre au hautbois, faut connaître la partie de hautbois, tout simplement. Et ça, c'est très important parce qu'on travaille beaucoup l'oreille. Quand est-ce que je dois jouer? Pourquoi je dois jouer? Quel rôle a la partie que j'ai? Alors, sur scène, je me mets avec les guitaristes et en fait, le petit truc, ce qui dirige, c'est que je joue avec eux, la guitare. Donc, j'assieds une rythmique et je donne quand même un petit tempo. Voilà. Mais on n'a pas devant un chef qui fait des gestes pour diriger. Et ça, c'est vrai que c'est assez spectaculaire, je crois. C'est vrai que ça impressionne toujours. On refait une petite pause. Qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre, Pierre? J'ai fait très souvent des medleys, c'est-à-dire des pots pourris. Et il y en a un qui s'appelle Made in Italia. Ce medley a beaucoup réjoui les ateliers. On l'a repris, je crois, 2 fois aussi.
Bon, allez, on passe dans le dur. C'est le dernier concert. Qu'est-ce que tu gardes en mémoire de ces 13 années d'Atelier Passerelle ? Moi, ce que je garde en mémoire, c'est que ça m'a appris beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai aucun titre musical, que je n'ai passé aucun concours. Mes études ont été différentes. C'était des études de littérature et de langue, de linguistique. Mais parallèlement, j'ai fait une carrière musicale qui a, on va dire, bien fonctionné. Donc, ça m'a déjà appris une certaine rigueur. Voilà, je dois le dire. Deuxièmement, ce que ça m'a appris justement à orchestrer pour des formations très, très, très différentes, puisque chaque année, ce sont des formations différentes, tant en volume sonore qu'en niveau, qu'en répartition des instruments. Ça, je savais déjà un petit peu le faire, puisque j'ai fait pas mal de musique pour la télévision, notamment des musiques de séries télévisées, de séries d'animation. Donc j'avais un petit peu de bagage là-dessus. Mais, j'allais dire, plus fondamentalement, ça m'a appris une chose qui existe dans les pratiques musicales collectives au conservatoire, c'est le partage. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'enseigner, j'ai l'impression de partager un moment musical avec des musiciens. Et j'ai l'impression qu'on fait une recette d'un gâteau qu'on mange ensemble, un gâteau qu'on doit aimer manger, voilà, tout simplement. Ce moment de partage musical est très important. On partage réellement un moment musical ensemble. De cela découle beaucoup de choses. La discipline, par exemple, quand ils sont 40, c'est pas forcément facile, parce qu'au départ, j'instaure une règle, c'est que c'est la musique qui doit donner la discipline. Je donne un exemple tout simple. Dans les ateliers, quand on arrive en retard, on ne frappe pas à la porte, on ouvre la porte subrepticement, on se glisse, on ouvre sa clarinette, sa flûte, et on s'insère dans la musique qu'on est en train de jouer. On ne doit pas gêner le travail musical que font les autres. Et en fait, ça marche très bien. Ça responsabilise les élèves par rapport à la musique qu'ils doivent jouer. Ce qui fait aussi que je sors des cours quelquefois très très tard. J'y arrive fatigué déjà, parce que ça commence à 5h30. Je termine à 22h. Moi, je ressors moins fatigué que je n'y suis rentré. Pour le public, c'est vrai que c'est toujours un moment où on a l'impression de gagner beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai que c'est ça. À chaque fois, ces élèves me donnent cette énergie. C'est eux qui me donnent cette énergie. Moi aussi, je leur donne ce que j'ai à donner. On parle beaucoup, souvent. Je citais tout à l'heure une pièce qu'on va jouer que j'ai intitulée Suite hispanique. On part de la Renaissance en Espagne jusqu'aux musiques actuelles de flamenco. On parle de ce qui s'est passé à la Renaissance, c'est-à-dire Christophe Colomb, mais aussi l'exode des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne avec une romance séfarade. Et on a l'occasion de parler de la musique en relation avec son histoire, etc. On met toutes les choses en perspective et en passerelle, justement. On parle aussi technique, beaucoup de technique instrumentale, puisque on peut s'arrêter sur une technique d'un instrument. La difficulté du pianiste n'est pas la même que celle du oboïste. L'oboïste, c'est l'émission du son. Alors, on a des couacs, des choses comme ça fait rigoler tout le monde. Mais par contre, l'oboïste va déchiffrer beaucoup plus vite parce qu'il n'a qu'une seule note à faire. Le pianiste, il n'a aucune difficulté d'émission du son, enfin, en général. Par contre, le déchiffrage, lui, est assez difficile. Ça fait aussi des passerelles entre ces musiciens qui apprennent à découvrir les instruments des autres. Et alors, des élèves, quels souvenirs tu garderas ? De manière générale, tous les élèves ont quelque chose d'intéressant, ça c'est certain. Mais même ceux qui viennent ici puis qui jouent pas, ça m'intéresse aussi. Et une élève qui ne jouait pas à la guitare, qui jouait pas une note au départ, qui se planquait derrière son pupitre réellement, faisait semblant de jouer. Et elle est restée 3 ans et à la fin elle jouait. Elle jouait ce qu'elle pouvait jouer, mais elle jouait. La fausse note n'est pas importante en elle-même, mais si elle détruit l'édifice qu'on est en train de créer ensemble, c'est dommage. Donc voilà, il y a des solutions à la fausse note. Quand on n'arrive pas à faire un trait, c'est pas grave, on va pas le faire. Et on va voir si d'autres arrivent à le faire. Et il vaut mieux ne pas jouer à ce moment-là. Il y a plein de choses qu'on fait dans notre recette qui sont des trucs et qui fonctionnent pas mal en fait. 291 élèves sont passés par les ateliers passerelles. Alors, est-ce que tu as d'autres souvenirs sur eux ? Oui, des élèves, phares, qui ont mené quelquefois l'atelier. Des élèves que j'aimerais bien revoir maintenant qui doivent être des adultes. Je pense souvent à eux d'ailleurs. Des élèves qui sont restés longtemps parce que cette formule leur plaisait. Maintenant, les élèves que j'ai aussi cette année, je pense au plus jeune élève, notre petit Thomas, et c'est le plus jeune, à 9 ans, et qui s'accroche à son violoncelle, qui fait des progrès incroyables. Je pense que celui-là, je l'oublierai pas non plus. Et je me souviens en tout cas de tous et toutes, ça, oui, c'est certain. De manière générale, je voulais les remercier parce que ce sont eux qui ont créé l'atelier autant que moi. Alors, il y a un côté magique des ateliers passerelles, la fameuse anecdote des bacheliers. Oui, justement, je pensais à lui. Michael Tran, c'était un des premiers guitaristes à être dans l'atelier. On était peu nombreux, et quand on nous donne le jour du concert de fin d'année, au mois de juin, il me dit « Ah, mais c'est la veille de mon épreuve de bac ». On n'était pas nombreux à l'époque, il devait y avoir 15 élèves, et lui était un des piliers. Je lui dis « Michael, c'est pas grave, je comprends très bien
bien que tu ne viennes pas. Il réfléchit, il me dit non, je viens quand même. Il est venu au concert, on a fait le concert le lendemain et il a eu 19 au bac. Waouh. Mention très bien, c'est un ingénieur maintenant. Et ça s'est renouvelé pour d'autres élèves après. Ah oui, non, c'est toujours le cas. Alors en fait, bon, il n'y a pas de miracle, c'est que ce sont des bons élèves tout simplement. C'est ça. C'est pas le concert qui fait. Cela dit, un concert, ça détend. On pense à autre chose, on évacue le stress qu'on a de l'épreuve, du concours, des choses comme ça. Un concert, si on l'a bien travaillé, c'est pas un moment de stress. Hein. Au contraire, ça évacue le stress. Et toute cette pression scolaire, parentale... Alors on va écouter un dernier morceau, sachant que toutes les œuvres qu'on entend dans ce podcast sont des vrais enregistrements, des vrais ateliers passerelles qui ont eu lieu. Quelle est la dernière œuvre ? Ça s'appelle Les Yeux Noirs, c'est issu du folklore russe, tzigane, et ça a été repris par Django Reinhardt. Et donc c'est sous cette formule, on expose au violon l'origine du morceau, et puis après on part sur la formule jazz. Bon, c'est quand même le dernier concert, alors qu'est-ce qui se passe pour Pierre Bluteau après ? Ah, beaucoup de choses, parce que les ateliers passerelles sont un grand moment dans ma vie musicale, mais pas le seul, heureusement. Je continue mes activités de concert, là. Justement, le lendemain du 7 juin, je joue pour la sortie de notre prochain disque avec l'ensemble qui s'appelle Tierra del Sur, au Bal Blomet à Paris, le 8 juin. Venez nombreux, c'est une très belle salle, je crois que c'est dans le 15e. C'est une formation violon, flûte, guitare, contrebasse. Au violon, Jean-Marc Philips Varjabédian, le professeur au CNSM de Paris, puis le violoniste du trio Wanderer, la flûte Olivier Ombredane, qui est un partenaire depuis très longtemps, contrebasse Patrick Vassor, et moi-même à la guitare. Voilà, alors ce sont des musiques du monde bien évidemment, mais pas seulement, encore une passerelle, puisque avec Jean-Marc Philips Varjabédian, on fait la passerelle à la musique classique, donc une reprise de Falla, de Khachaturian, Piazzolla, etc., etc. C'est lui d'ailleurs qui a demandé à travailler avec nous, parce que lui aussi avait envie
envie de faire cette passerelle entre la musique classique qu'il connaît à fond et les musiques du monde. L'album va sortir le 8 juin, s'appelle Vagabundo. Et puis, donc ça, c'est une partie de mon activité. Une autre partie que j'ai depuis longtemps, depuis les années 2000, c'est de faire des musiques pour le jeune public avec une chanteuse qui s'appelle Dominique Dimet. Et dans l'orientation, on a choisi comme thème les droits de l'enfant. Et depuis les années 2000, on a produit 4 disques déjà là-dessus, avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale, de l'UNICEF. Et nous sommes rendus dans le monde entier, que ce soit Madagascar, le Sénégal, le Liban, le Kazakhstan, la Russie, la Tunisie, la Roumanie, un peu partout, et puis aussi bien sûr en France, pour faire des actions musicales autour des thèmes de droits de l'enfant, et ça continue avec plaisir et détermination. Voilà. Donc une retraite très active et très musicale. Ah oui. Et puis je dois dire récemment aussi, puisque pendant le confinement, j'avais le plaisir d'être avec toute ma famille, et j'ai une fille qui est comédienne et chanteuse, et avec laquelle nous avons monté un petit répertoire autour des chansons françaises, mais pas que, encore des passerelles. Ça s'appelle Au bois de mon cœur. Il y a des chansons d'Anne Sylvestre, de Brassens, de Trenet, de Camille, Mayra Andrade et des chansons du monde aussi. Et on vient de l'inaugurer, ce répertoire, et on va continuer à le donner, j'espère, le plus souvent possible. On l'espère aussi, en tout cas, bonne suite. Un petit mot encore ? Allez-y. Allez, le dernier mot que je voulais, c'est que bien sûr les ateliers vont se terminer avec mon départ, c'est un peu dommage. Mon souhait, ça serait qu'on puisse pratiquer la musique en France en amateur comme on pratique le sport. C'est-à-dire que le dimanche, on voit au Bois de Vincennes des gens qui tapent dans un ballon et qui sont très heureux de le faire. On n'a pas cette pratique musicale amateur en France. J'essaierai de continuer à œuvrer dans ce sens avec des idées d'un répertoire accessible sur un serveur pour toutes les formations en France. Et ça, pour moi, c'est un grand sujet. C'est-à-dire que faire des élèves qui sortent de nos conservatoires. Je ne parle pas des formations professionnalisantes, bien sûr. On forme des élèves très bien aux instruments. On a des professeurs d'exception. D'ailleurs, je voudrais remercier au passage mes collègues du conservatoire de Vincennes, tous sans exception. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces élèves qui sortent du conservatoire ? Le conservatoire a peut-être un rôle à jouer dans cette pratique amateur musicale. Alors c'est vrai que tous les ensembles du conservatoire sont ouverts aux musiciens extérieurs, et d'ailleurs il y en a. Il y a même des adultes qui sont là depuis très longtemps dans certains ensembles à cordes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire de la musique, et en plus pour un prix modeste dans ces cas-là, pour participer aux orchestres. Et puis oui, c'est vrai que les ateliers passerelles s'arrêtent avec vous, Pierre, parce que personne n'est irremplaçable, on le sait bien, mais là c'était vraiment très difficile. Les ateliers passerelles, c'est quand même vous, donc on s'oriente vers autre chose, mais il y aura beaucoup de musique encore au conservatoire, et beaucoup d'ensembles qui font de la très belle musique. J'en suis sûr. Eh bien, je voudrais dire d'abord merci à toi, Vladimir, et puis merci à tous mes collègues, parce que j'ai découvert une richesse incroyable humaine dans ce conservatoire. Ce conservatoire est un outil extraordinaire. On bénéficie d'un auditorium exceptionnel, un des meilleurs de la région parisienne, et je ne saurais trop encourager les auditeurs à venir à tous les concerts que propose le conservatoire. C'est tout près, venez-y, c'est magnifique. Et puis, merci de manière générale à tout le conservatoire qui m'a donné l'occasion de partager des moments musicaux extraordinaires pendant 13 ans. Merci beaucoup, surtout Pierre, pour toutes ces années au conservatoire. Et puis bonne retraite, 291 élèves, 88 morceaux. Et voilà, ce sera donc le dernier concert des ateliers passerelles, le mardi 7 juin à 20h à l'auditorium. Donc venez nombreux pour écouter de la bonne musique, pour prendre de l'énergie et puis pour remercier chaleureusement Pierre Bluteau pour toutes ces années. Merci encore Pierre, merci vraiment beaucoup pour toutes ces années au conservatoire. Voilà, c'en est fini de ce numéro de Nos murs ont des oreilles. À très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.